Et là, on a découvert que les enfants étaient abusés. Nous avons saisi le ministre de la Justice. La police déclara qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait pas d'abus, que ça n'était pas vrai, et le ministre déclara au Parlement, ainsi qu'à nous-mêmes, dans une lettre. Non, il n'y a rien à signaler, nous avons enquêté, il n'y a rien. Et 2 ans plus tard, un huissier de justice a fait une visite chez Ganymed pour saisir des meubles, etc. Et la maison était pleine de pornographie infantile. Le responsable a été arrêté, il a aussi été jugé, et après ils ont dit, oui, il y avait quelque chose avec Ganymed. C'est une affaire qui a discrédité le ministre. Nous sommes en 1992. Ganymed, couverture d'un réseau de criminels pédophiles, est fermé. Mais bon, qu'en est-il du réseau que couvrait Ganymed ? Curieusement, les autorités belges se garderont bien de chercher à l'établir, prétendant boucler toute l'affaire par la seule neutralisation de cette couverture, de cette association. Marcel Vervloezem, de son côté, poursuit son enquête dans l'environnement de cette association criminelle et tire sur le fil. Il met à jour un trafic d'enfants entre la Belgique et le Portugal, précisément entre Thames et Madère, en partant justement de cette association. Donc, le point de départ était cette association, cette ASBL, Ganymed. Et remonte jusqu'à 2 repères de pédophiles basés à Thames, le café Gayati et le café Monty. Marcel Vervloezem prend alors de front les responsables du bordel, tentant d'obtenir des aveux et des informations plus en amont du réseau. Sa technique consiste à confondre lui-même les criminels et à obtenir plus d'informations de leur part avant toute saisine de la justice. Marcel Vervloezem a bien compris que s'il rapporte tout ce qu'il a récupéré comme information au fur et à mesure de son enquête, au fur et à mesure qu'il tire sur son fil, eh bien, cette justice en profitera pour occulter tous ces éléments et couper le fil, trancher le fil et interdire ainsi toute poursuite d'enquête. Marcel Vervloezem fait donc cavalier seul et tente d'obtenir des informations. Se sentant acculés, les criminels pédophiles avec le propriétaire du café, le Monty, Dirk Town, faux témoin à charge, au comble du comble, saisissent alors eux-mêmes la justice, portant plainte contre l'activiste pour chantage. Ceux-ci accusent Marcel Vervloezem de leur avoir proposé de faire disparaître des photos compromettantes contre de l'argent. Marcel Vervloezem est incarcéré 15 jours quand même. Faisons un petit zoom alors sur cette affaire. Ouvrons une parenthèse rapide. Marcel Vervloezem sera condamné en première instance en fin 1998 pour chantage et escroquerie. Seulement voilà, le jugement s'appuiera notamment sur un casier judiciaire qui n'est pas le sien, le casier judiciaire d'un homonyme de Marcel Vervloezem. Marcel Vervloezem, le bon, fera appel. Entre-temps, la justice aura été forcée de reconnaître son erreur. Ainsi que l'absence totale d'éléments pour prétendre le condamner. De son côté, le patron du café Le Monty, Dirk Town, déclarera à une journaliste hollandaise, Yolande de Graaf, qu'il avait produit un faux témoignage pour aider un de ses amis, un peu trop inquiété par l'enquête de Marcel Vervloezem. L'enquêteur sera pourtant condamné le 1er juillet 2001 par la Cour d'appel de Gand à 7 mois de prison avec sursis pour, tenez-vous bien, imprudence dans le traitement de ces dossiers, après qu'il ait été reconnu lors de l'audience innocent de l'accusation d'origine. Reprenons la chronologie après cette parenthèse. Nous sommes en 92, au moment où Marcel Vervloezem est accusé de chantage par les pédophiles de Thames et poursuivi par la justice. L'enquêteur ne se laisse pas démonter pour autant, bien au contraire, et exploite la situation pour poursuivre son enquête interdite. En tant que prévenu, il obtient à grand-peine l'accès
à son dossier, au dossier pénal le concernant. Dossier pénal qui donc forcément concerne aussi la partie adverse. Si celui-ci est bien évidemment vide de tout élément à sa charge, il contient en revanche des éléments plus qu'intéressants. Alors l'enquêteur n'a pas le droit de... Vous savez sans doute comment ça fonctionne. Quand vous êtes mis en examen, vous êtes inculpé, vous avez en théorie accès à votre dossier pénal, bien que ce soit toute une autre histoire pour que dans la pratique vous puissiez le compulser. Vous n'avez pas le droit de partir avec des pièces ou d'en faire des photocopies. C'est la même chose en France, en Belgique et sans doute dans les autres pays d'Europe. Mais par contre, rien ne vous empêche, il faut le savoir, de compulser ces pièces tranquillement au tribunal et puis de les recopier manuscritement. Ce que fait notre enquêteur Marcel Verwoesen. Et la pêche est bonne. Marcel Verwoesen découvre en procès verbal mentionnant la remise au greffe du tribunal de Dendermonde par un officier de police hollandais de centaines de photos à caractère pédophile, d'agenda, ainsi que 27 cassettes vidéopédophiles. Parmi ces pièces figurent déjà les retranscriptions écrites de scènes de viol d'enfants contenues dans l'une de ces cassettes. La fameuse cassette filmée par un certain Belge du nom de Norbert de Rijk. Il s'agit de la cassette Madeira. Marcel Verwoesen a donc la preuve, dès 1992, que le parquet de Dendermonde, que les autorités belges donc, ont leur possession tous les éléments suffisants pour stopper, pour mettre hors d'état de nuire le réseau de criminels pédophiles Thames Madère. Mais il découvre également dans le dossier une photo tirée d'une des cassettes où apparaît le visage d'un criminel pédophile avec la mention inconnue. Rien n'est entrepris par les autorités belges pour découvrir l'identité du criminel. Marcel Verwoesen utilise donc un subterfuge qui, vis-à-vis de la loi, peut être un petit peu limite. Il prend la liberté de photographier en douce, donc au greffe du tribunal, la dite photo, avec la mention inconnue donc du criminel, et la diffuse par le biais de son association, le Morkoven Group National, pour une identification publique. C'est assez étonnant parce que lui, c'est bingo, la SPL Morkoven ne tarde pas à avoir le retour et à identifier cet homme. Il s'agit du Hollandais Van der Maten, pédophile notoire. Oui, alors, Marcel Verwoesen, enquêteur avisé et déterminé, a dans ce contexte fort curieux affiné sa stratégie. Premièrement, il applique une procédure particulière pour créer la panique chez les criminels et obtenir des réactions à son avantage. Afin de déstabiliser les criminels, il prône la confrontation directe et sans complexe. Sa notoriété le sert avant toute chose. Deuxièmement, grâce au bruit qu'il a su susciter autour de l'affaire, il s'est attaché le concours de journalistes de l'audiovisuel en mal de faits divers. Et dans un échange de bons procédés, ils permettent à ceux-ci de l'accompagner dans son enquête, bénéficiant de la médiatisation de l'affaire, en théorie, et surtout de la présence de témoins inattaquables. Parce que vous l'avez bien compris, tous les coups sont permis de la part de l'autorité belge, y compris celui de donner du crédit à des accusations, manque de témoins. Oui, sinon il sera toujours encore une fois de plus accusé pour chantage, pour éviter... Dieu seul sait quoi. Alors, sa stratégie en fait se révélera toujours être payante. Il organise donc sa rencontre avec Van der Maten, le criminel impuni, sous l'œil déstabilisant d'une caméra de télévision. Ik ben altijd netjes opgevoed. Ik kan niet verwerken. Ik kan niet verwerken. Niet met die kinderen, eerlijk niet. Met die kleine kinderen heb ik niets gedaan. Echt niet. Le criminel, effectivement fortement perturbé, comme on vient de le voir, par la situation et l'aplomb de l'enquêteur, prend le parti de charger ses complices et de tenter de se disculper.